Bonjour et bienvenue dans ce 66e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 14 avril 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bien, ça va. Ça va ? Toujours en forme chez toi ? Oui, c'est beau, on profite du soleil. Je trouve un peu sombre chez toi, mais... C'est le soleil qui va me tomber sur la tête. Ça. Alors, depuis 4 semaines maintenant, on enregistre une soirée de discussion en live, donc c'est à peu près 1 heure avec les auditeurs du podcast. Si vous souhaitez d'ailleurs vous inscrire, c'est gratuit, il suffit d'aller sur devaps.ms/meetup. Et la dernière fois où on a fait cet événement, on va dire, cet enregistrement, on avait un invité aujourd'hui, notre invité, qui est là pour le moment et qui va, vous allez l'entendre d'ici quelques secondes. Il est venu nous parler pendant à peu près un quart d'heure d'un sujet qu'il passionne, et on a trouvé intéressant de prolonger cette discussion pendant une petite heure avec vous. Et donc notre invité du jour, c'est Christopher Maneux. Salut Christopher, comment vas-tu ? Salut à tous, ça va plutôt bien, vu les circonstances actuelles. Bah oui, encore une fois, ici tout le monde est confiné chez soi et on a appris récemment que vous serez, nous on ne sait pas encore, mais vous êtes encore confiné encore plus longtemps, puisqu'on est encore parti pendant quelques semaines. Je pense que ça va être la même chose en Belgique. Ne crie pas trop fort pour la Belgique. Ah oui, non. Le mec il se marre déjà. Ça va être la même chose. Voilà. Alors, tu es déjà venu nous rejoindre dans un podcast il y a exactement 1 an, comme quoi le hasard. Oui, déjà Okay. C'est le 17 avril 2019, donc à 3 jours près, on y est. Hein. Et à ce moment-là, tu nous présentais Kubernetes. Et Ouais. pour ceux peut-être qui n'étaient pas encore là, qui n'ont pas encore écouté l'épisode, sinon vous retournez sur le site devaps.ms et je vous conseille d'aller l'écouter. Mais pour les autres, ou pour ceux qui n'ont pas envie d'aller écouter cet épisode, est-ce que tu peux peut-être juste nous rappeler qui tu es ? Oui, bien sûr. D'où viens-tu ? Donc je m'appelle Christopher Maneux, je suis Senior Cloud Advocate chez Microsoft. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette équipe, notre équipe en fait est en charge d'aider les communautés de développeurs au sens assez large du terme, puisque la majorité des technologies que l'on couvre dans mon équipe ne sont pas à la base des technologies de Microsoft, mais des technologies qui viennent du monde de l'open source, on va dire, dont l'objectif est d'aider les développeurs à les maîtriser, à les utiliser bien évidemment avec Azure, le cloud de Microsoft. Mais également, il y a une deuxième partie du job qui est aussi importante, qui est d'être un petit peu les yeux et les oreilles des équipes produits, des équipes engineering, un petit peu partout dans le monde. Parce que même si on a plein d'outils de collecter du feedback, etc., il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir sans avoir une discussion entre devs, finalement. Et c'est aussi la deuxième partie de notre boulot, c'est d'aider en fait à capturer ce feedback-là, à l'organiser, des fois le transformer en user story pour l'équipe produit pour aller jusqu'à modifier finalement Azure pour qu'il convienne aux développeurs. Voilà. Ouais. Ok, sympa. Et dis-nous en 2 mots, tu nous avais parlé, donc pour ceux qui ont suivi le meet-up mercredi dernier, Ouais. tu nous avais parlé d'IoT. Et donc on va prolonger un peu la discussion aujourd'hui et peut-être recommencer pour ceux qui n'étaient pas là mercredi. Pour recommencer, pour leur expliquer un petit peu quel est ton problème, puisque ça part d'un problème concret, si je me rappelle bien. Tout à fait. Explique-nous ça un petit peu. Donc le problème est arrivé quelques jours après le début du confinement, où je me suis aperçu que j'avais des patates que j'avais achetées la semaine. Je me suis aperçu le week-end que j'ai des patates qui avaient germé dans le bac à légumes du frigo. T'as reçu 100 patates. Donc c'est une excuse, c'est plutôt. C'est pas un problème. Ouais, c'est une excuse pour faire quelque chose avec, et racheter de nouvelles patates. Mais du coup, on se doute bien qu'il y a un problème, quoi. Des pommes de terre qui ont été achetées au bout de 5 jours, qui sont dans un bac, dans un frigo, normalement, c'est pas censé germer, quoi. J'ai mis un thermomètre dans mon frigo, tout à fait classique, à mercure, pour m'apercevoir qu'il y avait un souci assez rapidement, puisqu'il était au-delà de 10 degrés. Donc, c'est pas censé être au-delà de 10 degrés un frigo, quoi, voilà. Et je me suis dit, mais j'ai rien qui a tourné, j'ai mangé des yaourts, je suis pas tombé malade. Dans un frigo, c'est pas assez, faut aller un cran plus haut. Ouais, c'est surtout que ce que je comprenais pas, c'est que il y avait rien d'autre, tu vois, qui avait pourri, ou j'étais pas tombé malade en mangeant de la nourriture, ou un truc comme ça. Donc, si le frigo il marche pas, quasiment pas du tout,
j'aurais dû tomber malade, j'ai des produits laitiers, etc. Du poisson, de la viande, donc il y aura un truc qui aurait dû mal se passer. Et pourtant, j'avais pas de problème. Donc je me suis dit, le problème est plus complexe que le bug est plus complexe que juste le frigo qui marche pas. Et donc, au lieu de racheter un frigo ou de le réparer, tu as... je me suis dit, il faut débugger un peu le truc, quoi. Tu peux pas... Débugger le frigo. Voilà, tu es obligé de débugger le frigo. Il y a un problème, tu débugues le frigo. Sinon, ton petit, il va bien. Et du coup, je me suis dit, j'ai qu'à mettre de l'IoT un peu partout dans mon frigo pour essayer de comprendre. Si ça se trouve, c'est juste le bac à légumes qui marche pas. Je sais pas trop pour quelle raison, parce que je suis pas un expert en frigo, mais voilà, je voulais avoir une espèce d'image de mon frigo, de savoir si c'était tout le temps, pas tout le temps, est-ce qu'on l'ouvrait trop, peut-être. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais mettre des devices IoT partout dans mon frigo pour capter la température dans la porte, là où il y a le lait, dans le bac à légumes, dans l'étage supérieur, etc. Et pourquoi t'as pas acheté une caméra thermodynamique aussi? Non, mais tu sais, les livraisons en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, faisons avec ce qu'on a sous la main, plutôt que d'acheter des caméras thermiques ou d'autres trucs, quoi. Voilà. Mais ouais, ça aurait pu être un moyen de diagnostiquer ce problème. 15 jours après, chérie, le frigo va plus. C'est ça. Non, mais et l'autre critère, quand même, c'est que je voulais pas non plus y passer ma vie. Et donc, je me suis dit, comment je peux arriver à faire en sorte d'avoir cette info-là. Bon, j'ai la chance d'avoir beaucoup de matos IoT à la maison, donc ça simplifie une partie de l'équation, mais quasiment sans rien écrire de code. Parce que vous imaginez bien, là, j'ai 5-6 devices IoT qui je dois coder sur le device. En général, c'est du C++, même si j'en fais un peu, c'est pas le langage sur lequel je suis le plus productif. Ensuite, il faut que ça envoie ça quelque part sur un serveur, dans une base de données, donc il faut que je crée une base de données. Il faut que je crée une espèce de dashboard pour pouvoir voir une courbe ou un tableau avec les... Donc, on s'imagine vite fait que si je veux avoir ça, même si c'est un cas d'usage finalement super basique, il y a un peu de boulot, quoi. Il y a un peu j'en ai pour a priori peut-être plus d'une matinée, quoi. Voilà. Alors, le seul problème, c'est que maintenant, dans le frigo, il n'y a plus la place que pour une patate et une canette de coca. Ouais, mais elles sont froides. Donc l'objectif est atteint. Donc voilà, donc je me suis dit, comment on peut faire pour finalement pour arriver à ce résultat-là. Et il y a un produit que j'avais, pour être tout à fait honnête, que j'avais pas vraiment utilisé. J'avais eu beaucoup de présentations publiques et de présentations internes sur le produit, mais je n'avais jamais mis les mains dedans. Parce que c'est une sorte pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de power-apps de l'IoT. C'est pas un truc pour les développeurs à la base. Enfin, c'est pas marketé comme un truc pour les développeurs. C'est un produit qui s'appelle Azure IoT Central. Et l'idée d'Azure IoT Central, c'est que finalement, si on utilise des périphériques IoT qui sont déjà reconnus par le système, c'est un système de Lego où on va pouvoir directement connecter ces devices IoT sur une plateforme. On va pouvoir faire des dashboards, on va pouvoir faire des alertes, on va pouvoir faire plein de choses sans rien coder du tout. Voilà. Donc jusqu'à présent, en tant que développeur, c'est pas un produit qui forcément attire de premier abord parce que j'ai envie de coder. Sauf que là, dans mon cas précis, me dire que peut-être en un quart d'heure, 20 minutes, j'arrive à résoudre mon problème IoT, ça m'a donné une bonne occasion de tester ce produit. Voilà. Et si tu nous montres à quoi ça peut ressembler? Alors, tout à fait. Alors, je vais vous partager l'écran. Alors quand même toujours essayer d'expliquer pour ceux qui ne font que écouter le podcast. Oui, bien sûr. Parfois avec difficulté de le faire, mais on va essayer ici de s'appliquer et d'expliquer un petit peu ton écran. Pas de souci. Alors, je vais peut-être vous montrer d'abord le résultat final. Et après, on peut refaire les étapes et vous verrez que ça se fait vraiment très, très simplement. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une board IoT. Donc, c'est un petit circuit imprimé en fait, sur lequel on voit les puces, sur lequel on voit un écran. Donc, cette board, elle est intéressante pour plusieurs raisons. Donc, ça s'appelle la MX Chip. C'est pas fait par Microsoft, mais c'est fait en partenariat avec. Cette édition-là est faite en partenariat avec Microsoft. Pourquoi elle est intéressante? Tout d'abord parce que c'est une board qu'on peut programmer en C avec le SDK Arduino. Donc, d'un point de vue device, il n'y a rien de particulier. On trouve des centaines de tutos sur Internet. On peut faire énormément de choses. Donc, c'est pas une plateforme verrouillée entre guillemets.
La deuxième chose qui est intéressante, c'est les moyens de communication de cette board. Souvent, quand on est dans l'IoT, un des problèmes, c'est la communication. Et cette board intègre directement du Wi-Fi et du Bluetooth. Ah ouais. Il y a déjà une carte et une antenne Wi-Fi. Vous pouvez la voir sur le haut de la board, là, pour ceux qui regardent la vidéo. Elle est ici, là, sur cette petite palette bleue. Donc, du coup, elle est autonome. Et il y a un écran, bien évidemment. Ça, c'est intéressant pour le debug, notamment. Parce qu'on peut afficher des choses directement sur l'écran, c'est plus facile. Donc, rien que ça, déjà, c'est intéressant. Parce que finalement, on a une board autonome qui communique. Alors, dans l'IoT, des fois, on va communiquer avec des réseaux spécifiques pour l'IoT. Vous avez peut-être entendu parler de LoRa ou de Sigfox, qui sont des réseaux hertziens. Mais quand on est en mode prototype, le Wi-Fi, en général, c'est pas un souci, on a du Wi-Fi accessible. Et la troisième chose qui est intéressante dans cette board, surtout pour des gens comme moi qui sont pas forcément doués en soudure, même si j'en ai fait il y a longtemps, c'est que on peut les voir sur le bas en fait de la board. On a déjà intégré un certain nombre de capteurs: accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, pression, humidité, température. Tout ça, c'est déjà intégré à la board. On a 2 boutons, donc on peut faire des UI, des interfaces utilisateurs finalement assez intéressantes, ne serait-ce qu'avec 2 boutons. Et il y a une petite LED ici multicolore, RGB. Et enfin, sur le bas, on a un peigne d'extension, ce qui fait qu'on pourrait venir brancher des servomoteurs ou d'autres capteurs si on a besoin. Et donc cette board, elle est entre 40 et 50 euros, ce qui est relativement cher pour un dispositif IoT. Par contre, pour un dispositif de développeur où on va en acheter qu'une ou deux, où on n'a pas de soudure à faire, tout est intégré, tout fonctionne, on a déjà un écran, etc. Bah, finalement, c'est un prix, je trouve, super raisonnable. Ouais, tout est dedans aussi, quoi. Moi, effectivement, je suis un peu comme toi. Enfin, un peu comme toi, non. Je vais dire par rapport à tout ce qui est composants, etc. dans l'IoT, c'est pas mon truc de commencer à jouer, à chipoter, à les connecter, à faire de la soudure, des choses pareilles. Ouais. Donc là, tu achètes la carte, tu la branches. Je suppose que ce qu'on voit dépasser en haut, c'est le câble d'alimentation qui est quoi, en USB. Tout à fait, c'est le câble USB qu'il y a ici qui va à mon ordinateur. Donc là, il va à mon ordinateur. Voilà, parce que c'est par là aussi où je débug. Puisque le processeur est ici, là, c'est la petite plaque aluminium que vous voyez à l'écran ici. Ça, c'est le disque dur, la RAM et le microprocesseur. Donc il faut aussi pouvoir le programmer. Ça se programme, en général, on le programme en USB. Il y a des moyens de pousser un nouveau firmware à distance. Si on a imaginez que vous ayez vous faites ça, mais pas pour mesurer la température du frigo, mais pour mesurer, je sais pas, l'humidité qu'il y a dans une serre, dans le jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin, etc. Vous n'allez pas à chaque fois traverser le jardin, récupérer la carte, la ramener à votre bureau, uploader le nouveau firmware. On peut faire ça à distance. Mais quand on dev, on va pouvoir récupérer les données là par Wi-Fi a priori. Ça, c'est juste pour le firmware que tu vas pousser avec l'USB. Tout à fait. Et après, pour l'alimenter, quand je les ai mis dans mon frigo, où sont mes petites batteries? Hop là. J'ai tout cassé, vous inquiétez pas. T'as pas mis ton PC dans le frigo Castaldi. Voilà. Donc j'ai des petites batteries USB Edge Super Power qui me permettent de l'alimenter. Donc ce qui fait que dans le frigo, en fait, j'étais dans un mode où j'avais ça, quoi. Voilà, dans du papier film, j'avais mis ça dans du papier film. Et donc c'est assez petit, quoi. Justement, ce type de batterie là, à part celle de X-Edge, tu te les procures où? C'est des trucs standards? Ça dure combien de temps aussi pour un appareil comme ça? Alors, c'est très variable. Là, la batterie que j'ai, pour rien vous cacher, c'est une 2500 mAh. Ce sont des batteries standards, c'est ça, hein, c'est avec lesquelles on recharge un téléphone si on a envie. Ah, tout à fait, c'est du micro USB. Hop là, c'est du micro USB. Donc c'est des choses tout à fait standards. Cette board, elle est. Alors, les conditions que j'ai utilisées, parce que j'ai vraiment fait, comme je vous l'ai dit, le truc au plus simple pour quasiment pas avoir à coder, avoir une solution plug and play qui marche très vite. Cette batterie-là et cette carte-là, avec le firmware IoT central, par défaut, je tiens à peu près 12 heures. Ce qui est suffisant pour mon cas d'usage, parce que 2 fois par jour, aller changer la batterie, ça va. Ce qui, dans le monde de l'IoT, est vraiment pas terrible. On est d'accord. Pourquoi c'est pas terrible? Pour plein de raisons. Tout d'abord, parce que la carte, elle est connectée en Wi-Fi, donc ça consomme beaucoup d'énergie, et elle envoie une information toutes les 10 secondes.
Ah ouais. Ce qui est beaucoup pour mon cas d'usage. Parce que moi, si ça prenait la température même une fois toutes les 10 minutes, finalement, ça me suffirait. Et Donc, ça, ce qui tu fait sais pas le régler, ça. Alors, on peut le régler en modifiant le firmware. Ok. Le firmware d'IoT Central, par défaut, il envoie toutes les 10 secondes, puisque le firmware d'IoT Central est là pour prototyper des choses, finalement. Donc, on ne sait pas, peut-être que dans d'autres cas d'usage, toutes les 10 secondes, c'est pas assez. Ouais. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement basique. Il y a plein de choses qui font qu'on peut aller beaucoup plus loin avec une batterie comme ça. Je parle de jours ou de semaines hein, avec des batteries comme ça. Tout d'abord, il faudrait couper. Vous voyez, il y a un écran LED Matrix qui fonctionne tout le temps. Il y a 1, 2, 3, 4 petites loupiottes qui fonctionnent tout le temps. Donc, il faudrait déjà couper tout ça. Ensuite, il y a un mode qui existe sur ces processeurs. Donc, ces processeurs, c'est de l'ESP32 derrière. Et on a un système d'hibernation. Ce qu'on ne fait plus sur nos PC classiques. En général, maintenant, la mise en veille est censée être plus ou moins aussi efficace que l'hibernation. Mais on a un système d'hibernation sur ce genre de périphérique. Et ce système d'hibernation, il peut être intelligent. Ça veut dire qu'il peut être basé sur le temps. Je vais réveiller toutes les heures ma carte. Et donc, pendant l'heure où elle est éteinte, finalement, il n'y a pas de Wi-Fi qui est utilisé, etc. Donc là, la consommation énergétique baisse drastiquement. Elle n'est pas nulle. Parce qu'il a besoin d'avoir, ne serait-ce que pour faire tourner l'horloge interne, il a besoin d'avoir un peu d'énergie. Mais elle est vraiment, vraiment diminuée. Et l'autre chose qui est intéressante, et ça aurait pu être intéressant dans mon cas d'ailleurs, c'est réveiller sur une entrée-sortie. Donc par exemple, si la température dépasse les 10 degrés, alors tu te réveilles. Si on voulait faire un système qui fasse plus en mode alarme qu'en mode mesure en continu, voilà, c'est des choses qu'on pourrait faire. Ou il y a un capteur de luminosité ou un capteur de passage ou après imaginez n'importe quel capteur qu'on pourrait avoir. Si ça dépasse une certaine valeur ou c'est en dessous d'une certaine valeur, boum, là on réveille la carte et on réveille vraiment le microprocesseur et le code qui tourne derrière. Encore une fois, ça c'est une carte qui est extrêmement bien pour prototyper. On peut aller sur du matériel qui coûte beaucoup moins cher. Alors, est-ce que je l'ai là? Là, par exemple, ce que je vais vous montrer, c'est une... je vais vous montrer celle-là. Ça, c'est une carte qui coûte un peu moins de 10 €. Donc déjà, on a divisé par 4, par 5 le prix. Donc vous pouvez reconnaître le petit microprocesseur qui est ici. Donc lui, il a une antenne Wi-Fi beaucoup plus importante, qui est une grosse antenne Wi-Fi. Et il faut rajouter là le capteur de température, qui est le petit composant bleu là, qui a la taille d'un pouce globalement, enfin d'un ongle de doigt. Mais là, vous voyez déjà, il faut que j'ai des câbles, il faut que je les connecte, etc. Et surtout, ça, c'est pas connecté à IoT Central de base. Il aurait fallu que je développe du code pour connecter ce système à IoT Central. Par contre, on est passé de 40 € à 10. Et le petit composant que vous avez ici, le petit microprocesseur, en fait, il coûte dans les 3 €. Donc, on pourrait même faire un circuit imprimé où on supprime la moitié des composants qu'il y a ici. Toutes les fiches, etc. On peut ne pas en avoir besoin et on soude quasiment directement ça avec éventuellement une batterie rechargeable, un panneau solaire, etc. Mais tout ça, c'est voilà, on rentre dans de la soudure, on rentre dans déjà un projet un petit peu plus avancé. Et en première étape, on pourrait souvent faire qu'avec cette carte-là. Et après, peut-être dans une seconde étape, aller chercher un composant un peu moins cher, aller chercher peut-être de la soudure aussi, mais c'est déjà plus de travail. Donc on peut avoir des composants IoT qui ont, avec cette carte-là, si on a la batterie qu'il faut, on peut atteindre une année en fonction de son usage, on peut atteindre une année d'autonomie. Mais ça va demander un peu de travail. Ouais. Et là, il y a plus de codage, puisque comme tu le dis, avec IoT Central, il y a toute une série de choses qui sont déjà préparées. Là, tu vas devoir utiliser le SDK, je suppose, fourni par le fournisseur, et puis commencer à le développer, à le coder et à jouer avec, quoi. Tout à fait. Alors que là, je ne vais pas coder. Donc c'est quand même assez magique. Ouais. Enfin, tu ne vas pas coder parce que c'est IoT Central qui va le faire. En gros, pour toi, Exactement. il propose des templates que Microsoft a déjà développés, quoi. Exactement. Voilà. Okay. Alors, à quoi ça ressemble ? C'est parti. Hop là. Alors, donc, je vous ai pris le projet que j'avais déjà fait. Oups, c'est un petit peu trop zoomé. Donc, à quoi ça ressemble IoT Central ? Il
fait, quand on arrive dans... donc là, c'est le projet IoT Central que j'ai déjà créé. Donc, il y a un tableau de bord que j'ai pas du tout personnalisé, mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir des widgets qui viennent afficher en fait différentes informations essentielles à votre application IoT. Ensuite, on a la liste des appareils IoT qui sont connectés à IoT Central. Donc, ça veut dire qu'IoT Central intègre déjà une espèce de console d'administration pour venir ajouter des périphériques, en supprimer, etc. Donc tout ça, j'ai pas à le coder. Alors là, vous le voyez, j'ai 5 appareils, donc j'aurais pas forcément eu besoin d'un dashboard, j'avais pas forcément ce besoin-là. Mais le fait est que c'est déjà là. Et donc pour chaque device, alors je vais vous en prendre un qui est branché là, j'en ai branché un hier soir pour avoir des datas fraîches, donc c'est le 43. Pour chaque device, en fait, vous pouvez avoir un certain nombre d'informations qui sont remontées de manière automatique. Par exemple, les choses qui sont intéressantes, c'est le numéro de version du logiciel. Puisque dans l'IoT, c'est pas comme une appli mobile. Une appli mobile, quand on est développeur mobile, on va pousser l'appli et en général, sous 8-10 jours, il y a 90% des gens qui ont mis à jour l'application. Dans le domaine de l'IoT, ça peut prendre un petit peu plus de temps, parce qu'on n'a pas forcément la bande passante suffisante. Et où, si on a implémenté, vous voyez, quelque chose qui se réveille une fois par jour, bon, bah, si on a raté le coche, il faut attendre 24 heures pour que l'appareil se réveille. Après, le reste des informations, la mémoire totale, ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément très, très intéressantes. Là où ça va être plus intéressant, c'est dans Overview. Puisque là, vous voyez le fameux graphique avec les capteurs de température, de pression et d'humidité qui sont remontés. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la température, en l'occurrence. Et donc, comment il connaît tous ces capteurs-là? Je veux dire, c'est parce que tu as choisi ce type de device-là qu'il connaît, et il sait qu'il y a capteur d'humidité, de température, et donc il te les liste tous? Tout à fait. Alors, tu vas voir, là aussi, une des choses que j'ai, c'est les commandes. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, les commandes, puisque ça va me permettre en fait d'envoyer des informations au device. C'est-à-dire que la communication, elle est bidirectionnelle. C'est pas juste l'objet IoT qui m'envoie des informations, mais je pourrais aussi pousser de l'information à ce device IoT. Alors là, ici, c'est pas très intéressant. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est allumer ou éteindre une LED, c'est afficher un compte à rebours. Mais par contre, si j'avais un servomoteur qui est branché dessus, je pourrais fermer une porte ou ouvrir une porte ou faire quelque chose à distance. Fermer ou ouvrir un robinet. Donc là, ça pourrait commencer à devenir intéressant. Pourquoi j'ai ces commandes-là qui sont disponibles et pourquoi j'ai ces données de capteurs qui sont remontées? C'est parce que, en fait, pour programmer, entre guillemets, toute cette interface-là, j'utilise ce qu'on appelle des modèles d'appareils. Et donc, c'est dans ce modèle d'appareil, finalement, que je vais avoir toutes ces informations. Et ça, c'est une des choses qui est très intéressante dans IoT Central. Alors, si je dézoome un petit peu, juste pour que vous voyez la liste des matériels. En fait, il y a tout un tas de périphériques qui existent, qui sont déjà sur le marché, qu'on peut commander à peu près n'importe où dans le monde, qui sont déjà connectables à IoT Central, quasiment sans rien faire. Il y en a plus de 1000. Et c'est phénoménal. Oui, c'est assez phénoménal. Et c'est extrêmement intéressant parce que, en fait, souvent, les constructeurs de matériel, ils savent construire du matériel, ils savent construire du logiciel embarqué. Par contre, construire un logiciel SaaS, une plateforme de management, d'administration du device, d'avoir des graphiques, d'avoir des interconnectivités avec des applications métiers, etc., c'est pas leur métier. Mais ça veut dire que tu pourrais fournir là ton petit IoT pré-paramétré à connecter. Point barre. Tout à fait. Ça, c'est une des choses qui est intéressante. C'est-à-dire que là, moi, je me suis vraiment mis dans la peau d'un utilisateur quasiment lambda qui ne connaît pas grand-chose à l'IoT, qui a acheté un truc périphérique et qui veut avoir un dashboard. Mais effectivement, une autre des cibles d'IoT Central, c'est quelqu'un qui développe un objet IoT, qui veut pas, qui le vend principalement aux entreprises, parce que c'est pas forcément fait pour du grand public, IoT Central, et qui veut fournir aux entreprises un dashboard d'administration, une gestion des données, une base de données temporelle, des graphiques, une interconnectivité avec d'autres logiciels de l'entreprise. En fait, il y a juste à mettre IoT Central. Et en tant que développeur de hardware, on a juste à développer le code sur le device qui envoie IoT Central.
On utilise des protocoles open source pour communiquer entre IoT Central et la board. Donc en général, n'importe quel développeur embarqué ne devrait pas avoir de soucis. Et ensuite, développer le petit composant côté IoT Central, un descriptif de device qui permet d'avoir ses graphiques, d'avoir ses règles, d'exposer ses commandes, etc. Alors, on le verra peut-être un peu plus tard. Est-ce qu'il y a après, est-ce que IoT Central expose ces données via des API qu'on pourrait aller interroger? Alors, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire. Tout d'abord, on peut exporter les données qui sont reçues dans IoT Central en temps réel ou à froid. Donc là, si tu vois l'écran, je suis allé sur l'onglet exportation de données et on peut voir que je peux l'envoyer sur du stockage blob d'Azure. Donc c'est du stockage de fichiers, ou je peux l'envoyer sur Azure Event Hub ou Azure Service Bus, qui sont deux systèmes de messagerie qui sont intégrés à Azure, qui permet donc soit des applications qui sont sur le cloud, soit sur des applications qui sont on-premise, sur les serveurs du client ou sur vos serveurs, de recevoir en temps réel toutes les données de télémétrie qui sont envoyées par les devices IoT. Donc ça vous permet éventuellement de commencer à construire votre projet IoT avec IoT Central. Donc en ayant toute cette interface d'administration, de gestion des appareils, etc., qui est déjà faite pour vous. Côté applicatif, vraiment métier, bien de vous connecter à Azure Event Hub. Et demain, vous avez juste à switcher de Azure IoT Central à Azure IoT Hub, qui lui aussi est capable d'envoyer les messages dans Event Hub, pour commencer à créer votre propre système entre guillemets en deuxième étape. C'est une des choses qui est aussi intéressante dans IoT Central, c'est que ça pourrait servir à faire peut-être un POC ou à faire quelques sprints de dev en ayant déjà quelque chose d'un peu abouti et ensuite de passer à quelque chose de beaucoup plus custom, mais finalement sans tout réinventer. Il y aura quand même des choses à refaire, notamment le code sur le device qui envoie plus à IoT Central, qui envoie à IoT Hub, mais les concepts qu'il y a dans le code de l'applicatif sont les mêmes parce qu'en fait IoT Central utilise IoT Hub derrière. Donc le code que IoT Central va pousser, puisque je suppose du coup qu'il envoie c'est un firmware qui va envoyer sur le device pour communiquer avec IoT Central. Et donc ce code-là, tu peux pas le récupérer en disant tiens je vais le modifier, quitte à ce qu'on te donne, je sais pas, du code, un projet en C++ et que tu viennes après modifier les adresses ou rajouter ou modifier du code. T'as pas ça, c'est ça? Alors oui et non. La première chose, c'est que c'est pas IoT Central qui va envoyer le code au device. La première fois, ça va être à toi à flasher le device avec un firmware d'IoT Central. D'accord ? Donc tu télécharges depuis IoT Central un zip, on va dire, un petit programme. Alors, en fait, tu télécharges un bin. Tu télécharges un binaire. Alors, je vais essayer de vous le retrouver, le binaire. Download. Hop là. Mais globalement, tu télécharges. Là, je suis sur mon PC. Et vous voyez quand j'ai branché en fait mon device en USB que vous avez vu tout à l'heure, j'ai un nouveau périphérique qui s'est affiché, qui n'a pas beaucoup de mémoire. Et en fait, j'ai juste à drag and dropper le point bin dans ce dossier-là. Ça va rebooter le device. Hop, le device va fonctionner avec le nouveau driver. Ah oui, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est vraiment assez simple. Assez simple d'utilisation pour le premier device. Alors là, je viens de télécharger, hop là, pour vous montrer vraiment ce que ça fait. Alors je vais un petit peu casser mon device, mais c'est pas grave. Hop là, et hop. Donc là, j'ai téléchargé le point bin depuis GitHub. Je vais vous montrer juste après GitHub. Et j'ai juste à faire ça. Ah, c'est pas un binaire qui vient d'IoT Central. Non, c'est un binaire qui vient du projet GitHub. Ok. Puisque pour le MXchip en tout cas, tout le firmware est open source. Ok. Donc, pour répondre à la deuxième. On a accès au code source. Si jamais on veut adapter ou modifier par après, on pourrait le faire, quoi. Exactement. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, c'est allé assez rapidement. Mais du coup, quand la copie de fichier s'est terminée, il a automatiquement uploadé et tout. Il a automatiquement uploadé et il a rebooté. Donc c'est pour ça que j'ai la fenêtre qui s'est fermée et qui s'est rouverte. Parce qu'il a rebooté le device. Et pour vous remontrer l'écran, alors on peut peut-être même le refaire. Allez, on va tenter un
Une picture. Suspense, cache suspense. Hop là, ici. Tu vas flasher en live ton device. Voilà, donc là, vous voyez, l'écran s'est éteint et j'ai la petite LED ici, programmation qui est en train de clignoter pour dire qu'on est en train de programmer le device. Le device, ouais. C'est presque aussi rapide que ma connexion Internet. Et dans quelques instants, voilà. Là, le device s'est rebooté, donc il est en train d'initialiser le Wi-Fi. Après, il y a cette lumière qui va s'allumer. Hop. Ensuite, il va se connecter à Azure, la registering, là, donc enregistrement auprès d'Azure IoT Central. Connexion IoT Central. Azure, normalement, devrait s'allumer aussi. Voilà. Et là, c'est bon, le device fonctionne. Et comment il connaît ton Wi-Fi? Alors, très bonne question. En fait, là aussi, l'autre chose, peut-être, l'autre question, on va répondre de la même manière, c'est comment, parce que là, il y a un running, donc a priori, il est vraiment connecté à IoT Central. Oui. Comment il sait qu'il doit se connecter à mon IoT Central? Aussi. Alors que je viens de reflasher le device avec un firmware tout neuf. En fait, il y a un mode de programmation. Donc, il y a une petite astuce. En fait, il faut le rebooter en appuyant sur le bouton B du device. Et là, il va rebooter dans un mode spécial où je vais avoir un Wi-Fi spécial. Alors, je ne peux pas vous montrer. C'est sur mon autre écran, le Wi-Fi. Mais globalement, là, je vais me connecter à un Wi-Fi ouvert. Dont le nom est ici AZC893, etc. Si donc, je peux vous le montrer comme lui ça. crée un mini serveur web, il a un mini serveur en local sur lequel tu te connectes. Alors, exactement. Vous voyez, là maintenant, je suis connecté à ce Wi-Fi AZC8934, etc. Ouais, okay. Donc en fait, ce petit ESP32 peut faire hotspot Wi-Fi, entre guillemets. Ah ouais. Alors en général, c'est pas fait pour partager du Wi-Fi ou autre. C'est vraiment fait pour des questions d'interconnexion, enfin de paramétrage ou d'échange de données. Et donc là, je vais aller sur l'adresse locale, 0.1, voilà, hop, non, 92.68.0.1. C'est un peu comme quand on se connecte sur, je crois que on achète une webcam ou des choses comme ça. Oui, et ils ont tous à peu près le même principe, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un des principes les plus simples, finalement. Ouais, oui, parce que ça permet d'assurer de se connecter à n'importe quel Wi-Fi derrière. Et après, une fois qu'on est connecté en Wi-Fi, on peut avoir un service sur Internet qui fait un relais. Mais la première connectivité, c'est le plus simple. Faut pas oublier que là, on n'a que 2 boutons sur le device. Donc, si on devait saisir un code Wi-Fi avec juste 2 boutons, on risquerait d'y passer un moment, quoi. Ouais, mais je pensais que ce serait même plus compliqué que ça, parce que moi je m'imaginais que tu devais rajouter un fichier de config ou tu vois manipuler quelque chose. Mais ici, non, tu as une vraie interface, une interface web du coup, exactement. Et tu vas tout configurer à partir de là, quoi. Exactement, c'est tout simple, mais globalement, en fait, ça me permet d'afficher les différents Wi-Fi ou de taper un SSID à la main si on a un SSID qui est caché, le mot de passe. Ouais. Et ensuite, donc là, ça a scanné bien évidemment tous les réseaux Wi-Fi autour de moi. Toi. Et ça permet aussi d'entrer des informations d'IoT Central. Il y a notamment l'ID du device et la clé d'accès, la clé de sécurité qui est propre à ce device-là. Donc finalement, en une seule étape, on peut connecter ce device au Wi-Fi et en plus à Azure IoT Central. Il y a quelqu'un qui a activé quelque chose, ça résonne. On se trouve il y a dans une retour, il y a eu un retour micro là. Ça va passer. J'ai toussé entre deux. Donc finalement, voilà, c'est assez simple à connecter à IoT Central. Et donc ce que je disais, c'est que tout ce firmware, il est disponible, il est disponible sur GitHub, Azure/IoT Central Firmware. Et du coup, on peut télécharger le code de ce. Mais c'est par device alors. Alors c'est par. En fait, c'est du C qu'il y a dessus qu'on va builder vraiment pour ce microprocesseur, pour cette architecture-là, voire pour ce device-là. Donc effectivement, si je remonte à la racine, on voit en fait que j'ai un certain nombre de firmware qui existent, notamment pour un Raspberry Pi par exemple, ou pour un ESP32. Donc le MX chip est un ESP32, mais il a des fonctionnalités spécifiques et puis il est déjà embarqué avec un nombre de périphériques et de sensors prévus. Là, le ESP32 ou le ESP8266, qui est encore plus petit,
ça permet voilà, de prendre n'importe quel ESP32 du marché. Il y en a plein. Il y en a qui sont assez sympas. Je vais vous en montrer un autre. Ça, c'est aussi un autre device que j'utilise pour le prototyping. Alors, je vais vous repasser ma petite caméra. Là. Pendant que tu fais ça, donc si je comprends bien, celui qui va être intéressé par tout ce dont on explique, peut-être la première chose, s'il doit en acheter un, c'est d'aller voir d'abord sur le GitHub s'il y a le firmware correspondant au device qu'il veut acheter. En fait, il va plutôt voir les produits disponibles sur le compte Azure IoT Central. Ah, peut-être, oui. Tout à fait, parce qu'il y en a beaucoup plus. Hop là. Il y a beaucoup plus de modèles d'appareils qui existent dans le catalogue d'IoT Central. D'accord. Et là, il te dit lequel. Là, tu vois, par exemple, celui-là, c'est une espèce de caméra embarquée à mettre dans des taxis ou des choses comme ça. Ça, c'est a priori, le concepteur de ce périphérique-là va pas mettre son firmware en open source. C'est un choix, parce qu'il a peut-être de l'intelligence dedans, il va peut-être mettre de l'IA à l'intérieur. Donc, il va pas mettre en open source forcément son firmware. Oui, donc, mais là, on sait que c'est compatible dans l'interface au niveau capteur, etc., dans Azure Central. Tout à fait. Central, d'accord. Tout à fait. Et il y a j'ai pas regardé, mais t'as testé, toi, des systèmes de caméra, de prise de photos ou... Non. Alors, j'en ai une qui traîne, mais c'est vraiment un mode capteur, je crois que c'est celle-là. C'est pas la caméra... Non, c'est pas celui-là. J'ai en fait une toute petite caméra avec un ESP32 derrière. D'accord. Que j'ai pas encore eu le temps de tester, malheureusement. Mais tu peux imaginer de brancher ta caméra sur ton MX Chips avec les connecteurs, et donc à chaque fois que la porte du frigo s'ouvre, tu prends une photo. Oh, putain, ouais. Par exemple. Et après, on l'envoie à l'API Face de Connective Services pour savoir qui a mangé quoi. Ouais. Voilà. On pourrait faire ça et afficher un petit dashboard avec un petit écran, avec le petit écran LCD, avec les membres de la famille et savoir qui a ouvert le plus le frigo. Le plus. Exactement. Avec l'employé du mois. Le glouton du mois. Tout à fait. Donc ouais, le premier réflexe, ça serait plus d'aller effectivement ici pour voir tous les périphériques qui existent et pour voir s'il y en a qui sont spécifiques au cas d'usage, versus aller sur le GitHub qui est qu'une vue très limitée de ce qui existe finalement. Voilà. Ok. Donc là, tu l'as connecté. Donc là, pour la connecter, quand même une petite étape en plus. Peut-être s'il y en a certains qui veulent le refaire chez eux, il va falloir aller sur tous les appareils, cliquer sur Nouveau. Et là, il va nous générer un ID d'appareil que l'on peut garder tel quel. Moi, vous avez vu que ici, je leur ai donné des noms parce que c'est plus facile de savoir qui fait quoi. Et quand on clique sur Créer, donc ça va nous créer l'appareil. Là. Et dans quelques... Je sais pas pourquoi c'est tout parce que je zoome. Alors, je vais vous montrer sur celui-là. En fait, sur l'appareil, on va cliquer sur Connexion en haut dans le portail. Et là, donc, il va nous donner le scope de l'appareil et l'ID. Et donc ça, si on se rappelle bien, et si je vous remonte cette fenêtre-là, c'est les deux informations qu'il faut que je mette dans l'interface Wi-Fi du device. Et ensuite, il va me demander une clé primaire. Qui est une clé de sécurité. Ça, si vous utilisez déjà Azure, vous avez l'habitude sur les comptes de stockage, etc. C'est la même chose. Et donc, on la met ici, on fait configure device, ça va rebooter le device et le device sera connecté au Wi-Fi et à mon instance d'Azure IoT Central. Donc, c'est un ROM. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, effectivement, j'ai les données qui arrivent. Et donc là, globalement, c'est le device qui se connecte sur IoT Central, donc ça passe tout ce qui est proxy ou même firewall, c'est juste un accès HTTP, je suppose, dont on a besoin comme si on surfait, quoi. Alors oui et non, en général, les devices IoT utilisent des protocoles spécifiques parce que le HTTP est trop verbeux pour un certain nombre de périphériques IoT. Il faut bien concevoir que là, on a la chance d'avoir un super périphérique IoT qui a une capacité de traitement qui est relativement importante, qui a surtout du Wi-Fi,
Donc il y a une bande passante qui peut être en général assez correcte. Mais si on était sur des réseaux hertziens, c'est quelques octets que l'on peut envoyer toutes les heures. Ah oui, c'est ça. Okay. Donc rien qu'avec les headers HTTP, ce genre de choses, etc. Si on regarde en fait, parce que ces devices IoT, ils envoient très très peu de données en général. Température, humidité, pression, ça pourrait limite être en int, ça pourrait être juste 3 ints. Si on n'a pas besoin d'une grosse précision ou autre, donc c'est rien. Envoyer 3 ints quand on voit toutes les heures, c'est rien. Quand on voit les protocoles pour Sigfox, le verbe envoyé est vraiment très très limité, hein, pour justement avoir un maximum d'autonomie au niveau du device, quoi. Exactement. C'est pas rare d'avoir des devices IoT qui sont en environnement vraiment contraint, d'avoir ce qu'on avait il y a très très longtemps. Vous avez probablement programmé des choses comme ça avec des fichiers où la colonne 1 à la colonne 6 c'est telle valeur, la colonne 7 à la colonne 12 c'est telle autre valeur, etc. Bon, ça s'appelle un AS400, ça. Voilà. D'ailleurs, on recherche des développeurs COBOL s'il y en a dans la salle. Je pense que vous pouvez travailler avec les US en ce moment. Mais globalement, on réduit vraiment la quantité de données qu'on envoie. Et vous imaginez bien qu'envoyer 3 int et avoir en plus toute la surcouche HTTP, les headers, etc., c'est pas rentable. Voilà. Donc en général, on est sur des protocoles qui sont spécifiques un petit peu plus à l'IoT, tels que AMQP ou MQTT, qui sont des protocoles qui communiquent en socket, tout simplement, qui sont capables de faire du bidirectionnel aussi. Alors eux, ils ont un overhead versus ce que je vous disais, on prend vraiment une trame et puis on va définir ce qu'il y a vraiment dans la trame, mais ils ont l'avantage d'être interconnectables, interopérables. Il y a plein de passerelles MQTT qui existent, il y a plein de clients, plein de serveurs MQTT qui existent, et c'est un standard. En fait, après, ce qu'on communique à l'intérieur, il faut l'uniformiser, mais globalement, la couche de communication, elle est assez standard. Et bien évidemment, IoT Central et le MX Chip peut aussi communiquer par HTTPS. Si jamais vous aviez un blocage réseau et que finalement, ça vous gêne pas, parce que vous avez la bande passante, parce que vous avez la capacité sur le device IoT, on pourrait aussi communiquer en HTTPS avec IoT Central ou IoT Hub. Ouais, donc ça dépend des appareils, quoi. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et c'est ça aussi un des avantages. Alors là, c'est IoT Hub. En réalité, c'est pas vraiment IoT Central. C'est que IoT Hub vous abstrait la complexité de communiquer avec des devices de types différents qui ont des moyens de communication différents. D'un point de vue développeur, moi, tout ce que je vois, c'est un device, c'est un message que je reçois, c'est un message que j'envoie, ou c'est un état du device. Donc là, par exemple, tout ce qui est toutes les informations là qu'on a dans le About, donc l'architecture processeur, la version du logiciel, etc., c'est ce qu'on appelle le device twin. Donc c'est en fait un espèce de JSON d'état du device qui est synchronisé quand on peut. Ça, c'est tout IoT Hub qui s'occupe en fait de ça en background, et que l'on peut changer des deux côtés. C'est-à-dire que le device peut reporter un nouvel état, et c'est côté serveur, on peut demander un nouvel état au device. Et c'est comme ça d'ailleurs, pour la petite histoire, qu'on fait des mises à jour à distance. En fait, en général, on va changer dans le device twin, on va avoir deux propriétés, version actuelle du software, version disponible du software, et côté serveur, on a juste une commande à faire sur IoT Hub en disant tous les devices qui ont cette caractéristique-là, par exemple tous les MX Chip, tu passes la version disponible du software à 1.1.0, et quand le device twin va se synchroniser sur les serveurs, sur les devices IoT, ils vont tous dire il y a une nouvelle version, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Ouais, ça, donc tout ça, c'est abstrait par le système. C'est un modèle en fait de programmation entre guillemets des objets IoT qui est assez intéressant, qu'on retrouve aussi ailleurs, mais qui est vraiment très intégré dans IoT Hub. Et qu'on voit un peu exposer les commandes, les messages. Voilà, c'est des choses qu'on sent dans IoT Central, mais encore une fois, j'ai rien eu à faire dans IoT Central pour avoir tout ça. Donc voilà, ouais, donc effectivement, IoT Central va aider énormément sur tout ça. Et qu'est-ce que tu retrouves maintenant donc dans IoT Central? Donc une fois que l'appareil est connecté, il va récupérer toutes tes données, je suppose, comme tu disais, toutes les 10 secondes. Et tu peux les afficher, je suppose, ou les traiter alors.
Tout à fait, parce que là on parle, mais je sais toujours pas pourquoi mes patates sont pas conservées dans mon frigo quand même. C'est ça l'objectif. Donc là, je suis dans un nouvel écran d'IoT central, qui est l'écran analytique, qui va me permettre en fait d'afficher toutes les données de tous mes périphériques sous forme de graphe. Et c'est ce dont j'ai besoin, parce que moi je voulais mapper la température du frigo dans les différents endroits du frigo. Donc là, j'ai des groupes d'appareils, puisque je pourrais avoir d'autres appareils que du MX Chip. J'aurais pu brancher, comme on l'a vu, des ESP32, mon petit appareil bricolé, j'aurais pu faire d'autres choses. Donc là, je vais choisir tous les groupes d'appareils. Il va donc me lister toute la télémétrie, tous les types de télémétrie que renvoie ce groupe d'appareils. Donc en l'occurrence, tous les MX Chip. Pour tous les MX Chip, j'ai humidité, pression, température. Donc je vais sélectionner température. Pardon, j'aurais pu en ajouter un autre aussi, si je voulais aussi afficher l'humidité, par exemple. Et là, ce que je peux faire, c'est soit afficher une courbe globale moyenne de la température et de l'humidité, quels que soient mes capteurs. Donc il garde toutes tes données sur plusieurs jours, quoi. Alors il garde effectivement ces données sur plusieurs jours. Et là, je vais vous tracer donc le milieu du mois de mars où j'ai eu justement ces soucis. Donc là, il me stocke effectivement toutes ces données-là. Pour la petite info, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'écran, là, donc tu as les graphes où tu as justement les deux télémétries que tu as choisies, c'est-à-dire température et humidité qui apparaissent, quoi. Donc sans rien faire, tu as juste choisi, tu as les graphes qui apparaissent. Tout à fait. J'ai rien eu à coder. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai rien eu à coder et j'ai l'information qui est affichée directement. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, par exemple, je vais changer l'échelle de temps sur laquelle je veux analyser ces données-là. Donc, je vais choisir une période d'analyse qui est plus courte. Là, par exemple, sur 11 heures. Donc, 11 heures, faut rappeler que j'ai un événement toutes les 10 secondes. Donc, j'ai quand même un petit peu de données. Et l'affichage du graphe est quasiment instantané. Si je déplace la période, là, je vais la déplacer donc toujours garder la même durée d'analyse, 11 heures, mais je vais la déplacer à un autre moment de mon historique. Et vous voyez, en moins d'une seconde, j'ai les données qui sont affichées. Ça, c'est parce que derrière, ça n'utilise pas une base de données SQL, ou ça n'utilise pas du Cosmos DB pour faire ça. Ça utilise une base de données temporelle, donc une base de données qui a été structurée pour stocker des données sur un axe temporel et pour faire des analyses sur ces données temporelles. Cette base de données et ce service, puisque le graphe aussi qu'on a là, c'est un service Azure qui s'appelle Time Series Insight. Donc j'aurais pu coder moi-même tout ce système-là, mais encore une fois, il aurait fallu que je code des choses ou que je manipule un énième produit Azure pour arriver à avoir ça. Alors que là, c'est intégré directement dans Azure IoT Central. La gestion des données, l'affichage, tout ça, c'est fait. Microsoft le fait pour nous, quoi. Ouais. Exactement. Oui, t'as des millions, tu peux avoir des millions de données et il te les affiche presque en temps réel, alors que si tu devais faire ça toi-même, même si c'est très bon. Même si c'est très bon, il va falloir que tu passes beaucoup de temps. Ouais. Ou que tu utilises Time Series Insight. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est juste pour décortiquer là, parce qu'on s'adresse plus aussi à un public de développeurs, donc c'est pour décortiquer comment IoT Central est conçu, et en fait que finalement, IoT Central, on aurait pu coder tout un chacun, on aurait pu coder IoT Central nous-mêmes. Parce qu'en fait, toutes les briques d'IoT Central, elles existent de manière séparée dans Azure. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que ça peut... des fois, on va se contenter d'Azure IoT Central parce que finalement, ça fait le job et ça a un coût qui est acceptable. Et puis, si on veut aller plus loin, en fait, on pourrait reprendre les briques séparées. Alors, le code d'IoT Central n'est pas ouvert et pas open source, mais toutes les briques existent déjà dans Azure. Et tu sais accéder à tous les services séparément? Donc, par exemple, si tu veux accéder toi-même à la DB ou accéder à... Tu saurais y aller sans passer par IoT Central? Non, alors IoT Central, c'est vraiment un produit qui est packagé Ouais, et qui s'adresse à des entreprises qui veulent accélérer finalement le déploiement de solutions IoT sans avoir vraiment d'équipe de développement. Est-ce qu'on est en mode prototype ici? Est-ce qu'on considère que l'utilisateur d'IoT Central est au niveau prototypage ou au niveau vraiment production? Il peut être les deux. D'accord. Est-ce que du coup, une fois que tu as fait cet appareillage, je veux dire ce truc, il pourrait y avoir une interface moins, pas dev, mais client.
Je veux dire, tu vas fournir ta solution-là à ton client dans l'industrie parce que tu as fait ça pour une entreprise industrielle qui travaille dans le froid. Ils ont une problématique et là, on va mettre un capteur pendant 6 mois pour voir un peu ce qu'il en est. Le chef de métrologie, il a besoin de lui de consulter ça. Il ne va pas aller se connecter sur son compte. Enfin, toi, tu as utilisé son compte, mais pour pas qu'il casse, ça serait pas mal qu'il ait lui une interface de consultation. Et non pas de je vais toucher à tous les boutons et merde, je viens de péter ta mise en place, quoi. Je comprends. Ouais, je comprends tout à fait l'idée. Alors, Azure IoT Central est vraiment créé comme un produit end-user. Ça veut dire que la connexion à IoT Central, ça se fait par une identité Active Directory. Oui. Donc, si on est dans une entreprise qui a de l'Azure, qui a un Office 365, c'est pas... c'est quelque chose de tout à fait standard. On a des systèmes de dashboard. Alors là, j'ai juste mis la température, mais en fait, on pourrait mettre bien plus de choses que juste la température dans ce dashboard. Par exemple, là, je vais mettre l'humidité du bac à légumes que je vais rajouter ici. Puis on pourrait mettre du Markdown pour expliquer. Ça se confirme, il n'y a plus de place dans ton frigo. Oui. Donc en effet, je pourrais mettre des choses à disposition de l'utilisateur et avoir un Azure IoT Central un peu plus user-friendly. Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, il existe des API pour Azure IoT Central. Par contre, tout n'est pas vraiment exposé dans les API. Donc par exemple, tu n'as pas, si je prends un exemple, tu n'as pas aujourd'hui un widget qui te permette température sur tous. Hop, tu n'as pas un widget, tu vois, HTML que tu pourrais prendre qui intègre toute cette UI-là dans ton application. Est-ce que aujourd'hui, c'est pas les choses les data en ce moment? Alors, il y a eu deux questions à la fois. Oui, pardon, vas-y, Christophe. Est-ce que ça évolue encore IoT Central? Oui. Ça évolue sur les fonctionnalités, ça évolue sur l'intégration. Une des choses qu'on n'a pas montré, par exemple, c'est les règles. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est pareil, il n'y a pas de code à écrire. Alors que si on avait à écrire du code, on aurait quand même un certain nombre de choses à faire. Les règles, comme son nom l'indique, ça permet de dire, par exemple, toutes les 5 minutes, je vais vérifier la température. Je vais faire une moyenne de la température. Et si la moyenne elle est supérieure à 10 sur une période de 5 minutes, alors tu m'envoies un email. Parce que j'ai envie de savoir qu'il y a un problème. Et l'email, c'est quand même simple. Et tu as un email, tu as d'autres choses? Tu peux appeler une API ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu as comme action possible? Tout à fait. Alors aujourd'hui, tu as 3 actions possibles, mais finalement, la deuxième, elle permet de faire ce que tu veux. Tout. Tu as les emails, tu as les groupes d'actions Azure Monitor. Ah oui, c'est ça. Donc ça, c'est dans Azure Monitor, ça permet. Alors les groupes d'actions, ça permet de faire plein de choses. Ça permet d'envoyer des SMS, par exemple. Ou d'avoir un appel. Donc ça, c'est plus pour une partie. Par exemple, on ne reçoit pas de télémétrie pendant 10 minutes. Il y a peut-être quelqu'un au support informatique qu'il va falloir pinguer. Et ensuite, la dernière, c'est le webhook. Donc le webhook, c'est tout simplement faire une requête post sur n'importe quelle URL. Vous fournissez l'URL. Et donc, du coup, derrière ça... c'est vachement ouvert, là, du coup, de ce côté-là. Ouais, tu l'envoies à un flow et hop... Exactement. Tu tweets en temps réel. Exactement, tu envoies une logic app à un flow et alors là, sans coder, encore une fois, coder, tu vas arriver à faire un truc assez cool. Ce que je te présentais tout à l'heure, ça peut être une solution. À quelqu'un ils n'ont pas besoin forcément de voir des graphes, mais des alertes, ça peut être génial. Tout à fait. Même si c'est les graphes, tout à l'heure tu montrais, on peut exporter directement les données, on peut du coup derrière les récupérer. Bon, après il y a le boulot de dessiner en graphe, mais tu peux faire ton propre graphe, non? Bien sûr, je pense. Alors, tu pourrais, c'est un peu dommage. Enfin, il faut que tu aies une justification parce qu'après il faut penser au coût aussi de tout ça. Oui. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre tous les messages, donc dans exportation de données. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait l'envoyer dans un Azure Event Hub. D'accord? Ouais. Time Series Insight. Pour info, moi je ne sais pas ce que c'est à Event Hub. Alors, Azure Event Hub, c'est un service de messagerie. Donc globalement, ça permet de recevoir des messages de certains applicatifs et de les transmettre à un ou plusieurs applicatifs pour les traiter. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est créer donc ce tuyau de messages avec Event Hub. Donc, tous les messages de télémétrie, de capteurs de température qui sont envoyés à IoT Central seront envoyés en temps réel à Event Hub. Et ensuite,
Si tu connais donc Time Series Insights, qui est le service qui a derrière cette base de données temporelle et ce moteur de graphique, parce que tout ça, même le moteur de graphique, la petite UI, ça fait partie de Time Series Insights. Et bien en fait, Time Series Insights, un des moyens de lui envoyer des données, c'est de le connecter à un Event Hub. Ah oui. Donc sans coder, encore une fois, tu pourrais brancher ces deux services ensemble pour avoir ça. Et ensuite, Time Series Insights, il y a des moyens, il y a des API pour venir l'intégrer ou pour venir le requêter depuis ton applicatif. Ouais, c'est ça. Okay. Le seul inconvénient de ça, c'est que tu vas payer 2 fois en fait Time Series Insights et tu vas stocker 2 fois les données. Tu vas les stocker à la fois dans IoT Central et à la fois dans Time Series Insights. Donc du coup, là, il faut que tu te poses la question de est-ce que je continue comme ça parce que IoT Central a assez de valeur pour moi, parce qu'il fait les règles, parce qu'il fait toute ma gestion, tout mon dashboard, etc. de device, ou est-ce qu'il ne faut pas que je passe l'étape d'après, qui est d'utiliser IoT Hub et Time Series Insight, mais du coup, je perds le système de règles. Il faut que je code mon propre système de règles. Je perds le panel d'administration. Donc, du coup, voilà, j'ai des choses à refaire. Ok. Non, oui. Ça me paraît clair, oui. Oui, si je regardais un petit peu aussi l'histoire du prix quand même de ce truc-là. Donc je regardais sur la page d'accueil là, où il y a les différents prix là. On voit que c'est 34 centimes par mois par device. Et ensuite, tout dépend le nombre de messages qui sont envoyés et la fréquence. Tout à fait. Donc là, tu l'as en dollars, moi je l'avais en je vais euros. mettre en euros, pardon, c'est juste, hop là, voilà. Oui, c'est important de parler de prix quand on fait quoi que ce soit, surtout avec du cloud. Comme je dis toujours, il y a plein de paramètres et les réponses sont finalement dans la doc Azure sur le pricing. Après, c'est les paramètres effectivement qu'on va mettre derrière. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 tiers d'IoT Central. Le premier, c'est tout gratuit, mais pendant 7 jours. Donc, c'est vraiment juste pour tester le produit. Ensuite, on a 2 tiers qui sont globalement... La grosse différence, c'est le nombre de messages qui sont inclus de base dans le tiers. Et chacun de ces 2 tiers a 2 devices gratuites. Donc maintenant que je spoil un peu la fin de mon histoire, mais maintenant que j'ai acheté un nouveau frigo, je pourrais laisser juste 2 capteurs, peut-être, un dans le congèle et un dans le frigo, et tourner gratuitement. Oui, il n'y a plus de place dans le premier, donc c'est pour ça que tu as racheté un deuxième. Bah oui. Mais du coup, il n'y a plus de place dans le salon parce que mon deuxième frigo est dans le salon, puisqu'à cause du confinement, ils ne l'ont pas récupéré et les déchetteries sont fermées. Donc ouais, la grosse différence en fait de prix, c'est le nombre de messages qui est inclus par défaut. Ce qu'il y a de bien avec IoT Central, c'est que c'est un coût qui est relativement fixe par device. Et ça, c'est souvent quelque chose, quand on fait des devices IoT, des projets IoT, souvent ce qu'on regarde, c'est le coût total du device pendant une très longue période, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et on essaie d'inclure tous les coûts et de regarder le coût par device. Parce que le coût, c'est le coût du device lui-même qu'il faut acheter. Là, on est sur des choses qui valent 40 €, c'est peut-être cher pour certains, pas cher pour un industriel. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le coût du device lui-même. Et puis, bien évidemment, plus on achète de quantité, moins c'est cher. Il y a le coût de la connectivité. Alors, par exemple, j'ai ici, pour vous... hop là. Donc ça, c'est un autre... c'est d'un autre device, mais c'est la même chose. Ça, c'est en fait de la 4G pour des devices IoT. Donc, imaginons que mon frigo soit dans une cave souterraine. Alors, cave souterraine, c'est pas un exemple, mais sur une île déserte, je pourrais avoir en fait une petite SIM ici. J'ai des SIM qui traînent. Bon, vous savez tout ce que c'est qu'une SIM. Hein. SIM de téléphone, ouais. SIM de téléphone, mais je vais vous montrer quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est une SIM de téléphone que vous connaissez tous. Hop là. Sauf que derrière, c'est pas un abonnement à un opérateur téléphonique classique, c'est un abonnement spécial IoT, où je suis facturé au méga, et qui est valable dans 100 et quelques pays du monde. Donc mon device pourrait bouger d'un pays à l'autre. Tous les frais de roaming sont inclus directement dans le device. Je paye très cher au méga,
versus ce que je paierais avec un abonnement classique dans nos pays. Mais par contre, pour un device, ça fait que je vais peut-être payer que 1 euro par mois par device pour avoir une connectivité 24/24, 7/7, même si le device se déplace. Ouais, et surtout que tu n'envoies pas beaucoup de données avec des appareils IoT, donc ça va pas te coûter très cher a priori. Exactement. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer que vous ne connaissez peut-être pas, c'est là. Alors là, il y en a 2. Elles sont attachées encore. Mais il y a 2 cartes SIM. Hop là. Ça, c'est 2 cartes SIM qu'on peut embarquer, en fait, souder directement sur le device IoT. Et pourquoi il y en a 2? Parce que je veux dire. Pourquoi il y en a 2? Parce que j'en ai commandé 2 et qu'elles sont encore oui, attachées dans leur petite pellicule. En fait, c'est une petite puce. Vous voyez, là, il y a le film plastique. Elles sont encore sous film. C'est ça, mais tu n'utilises jamais qu'une a priori dans un device, quoi. Oui. Et donc ça, elles sont reprogrammables par opérateur. Ça veut dire qu'on pourrait changer d'opérateur en cours de route. Enfin bon. Après, il y a plein de choses. Donc du coup, le coût par mois, des fois, il y a aussi le coût de la connectivité. Elles sont pas toutes branchées en Wi-Fi. Et ensuite, il y a tous les coûts qu'il y a effectivement sur le back-end. Et le fait est que dans Azure IoT Central, que vous ayez une règle ou 20 règles, que vous consultiez une fois ou 50 fois par jour le graphe, c'est la même chose, c'est le même prix. Donc ça, c'est une des choses qui est relativement intéressante dans le pricing, c'est qu'on se base vraiment sur le nombre de messages qui est reçu par le device, et tout le reste est calculé facile. Que si on devait créer un IoT Hub, un Event Hub, un Time Series Insight, etc., et des Azure Functions et tout ça, vous voyez que le nombre de paramètres et le nombre de services pour calculer un tarif est plus élevé que ça. Ouais. Ensuite, le nombre de messages, ben ça, normalement, vous devez arriver à le calculer plus ou moins simplement en fonction de votre cas d'usage. Là, je sais que j'envoie un message tous les 10 secondes par device. Donc, tu multiplies le nombre de messages. C'est toujours par mois, hein. C'est 5000 messages ou 30 000 messages par mois. Ça. Ouais. Donc, si on fait le petit calcul, 5000 messages par mois divisé par 31, ça fait 160 messages par jour. Ça fait 6 messages et quelques par heure. Donc, toutes les 10 minutes. Ouais. Donc, en fonction du device, voilà, si c'est pour capter la température de votre cave, avoir une analyse toutes les 10 minutes, c'est en général plus que suffisant, quoi. Ouais, c'est largement assez. Voilà. En revanche, si tu veux prendre une photo à chaque fois qu'on ouvre quelqu'un qui va dans la cave pour aller piquer une bouteille. Ça dépend, oui, ça dépend à quelle fréquence on va dans le frigo de la cave aussi. C'est ça. Et puis ça varie d'un mois à l'autre des fois. Donc, en ce moment, on y va souvent. Voilà. Ok, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses, je pense, mais on a déjà. Enfin, moi, je trouve qu'on a déjà bien fait le tour, qu'on a bien présenté tout ce qui était possible. Non. Moi, je reçois normalement mon MX chip vendredi. Ah, donc, pour m'amuser avec. Tout à fait. Tu me diras, mais ça m'intéresse aussi. Je me demande si je vais pas. Tu l'as commandé sur Amazon alors, c'est ça? Je sais plus où je l'ai commandé. Je vais pas faire de publicité pour. L'un pour l'autre. Non, mais c'est parce que ça m'intéresse, savoir où ça a été commandé. C'est une 50aine d'euros, hein, c'est ça qu'on a dit? Oui, c'est ça, c'est 49, je crois. Ouais. Non, mais je vais peut-être regarder. Ça m'intéressera peut-être aussi. Bon, après, il faut voir avec le confinement, effectivement, dans quelle plage de temps il va arriver. Je ne sais pas si ça sera tout de suite ou pas. Mais il y a des magasins belges, effectivement, pour moi, puisqu'évidemment, c'est plus simple, qui livrent évidemment plus vite que si ça vient de l'international. Donc, je vais regarder ça. Et après, dans la série, peut-être juste pour donner plus d'infos, si vous voulez vous lancer dans l'IoT, le MX Chip est un produit que j'adore parce qu'il est simple, il est assez complet. On peut utiliser IoT Central, mais si on veut dev dessus, ça reste un ESP32, donc pour peu qu'on sache faire du C ou de l'Arduino, de l'Arduino C, c'est assez facile à prendre en main. On peut faire des choses relativement complexes avec. Vous avez peut-être vu la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps où avec des MX Chip, j'ai essayé d'analyser les vibrations d'un compresseur à air pour détecter des choses avec. Donc on peut écrire du code relativement complexe, sachant qu'on est un peu limité. Donc faudra ruser sur le code qu'on écrit quand même un peu. Mais après, il y a des devices assez intéressantes. Donc ça, par exemple, c'est le M5 Stack. Donc vous voyez, c'est un tout petit device qui fait 5 cm par 5 cm qui a plein de choses. Donc c'est un ESP32 aussi derrière. Donc en termes de programmation, c'est la même chose. Il y a un écran beaucoup plus grand, il y a 3 boutons. Il y a surtout, vous voyez, une coque qui est, j'allais dire WAF compliant.
C'est-à-dire que ça, je peux peut-être l'afficher sur mon frigo. Si je pose ça sur mon frigo, je vais pas pouvoir le laisser trop longtemps. Je vais me faire engueuler. Et le M5 Stack a un concept intéressant qui est en fait un système d'extension sans soudure. Ça veut dire que soit on ouvre le M5 Stack, donc en fait ça se... Je vais essayer de ne pas le casser à nouveau. Mais ça c'est une sorte de Lego, quoi. Exactement, c'est une sorte de Lego, voilà, hop. Donc on a le microprocesseur qui est ici, la batterie, le bas en fait, il y a une batterie qui est intégrée. Et à l'intérieur au milieu, on peut rajouter justement ce que je vous montrais tout à l'heure. Et hop, là le device qui faisait que du Wi-Fi, boum, il fait du 4G. Où on a aussi sur le côté, on a des ports d'extension. Et par exemple, je peux lui rajouter un petit lecteur RFID avec un petit câble. Là aussi sans soudure. Et du coup, j'ai quelque chose d'un petit peu plus user-friendly. Si je dois faire un objet IoT qui a une interface ou qui est utilisé par des gens, plus que d'exposer directement la carte brute telle que ça. Donc il y a plein de périphériques dans l'IoT. Et après, bien évidemment, on peut aller beaucoup plus bas niveau, puisque le CESP32 là dont je vous parle depuis tout à l'heure, en fait il est disponible sous forme de puce directement. Ça coûte 3 €. Et là par contre il faut faire un peu de soudure pour venir le brancher à son propre circuit imprimé. Mais même ça c'est en train de changer. Enfin, moi je sais que j'ai créé mes propres circuits imprimés il y a des années, mais maintenant en fait on a des services d'impression à la demande. Pour 5 ou 6 $, en général c'est des sites chinois ou américains, donc c'est $1. Pour 5 ou 6 $, on peut recevoir 5 PCB, donc 5 cartes avec son circuit imprimé dessus, sans avoir les produits chimiques, l'UV, etc. chez soi pour pouvoir le faire soi-même, quoi. Donc même l'étape d'après, en fait, c'est ça que je trouve fou dans l'IoT de nos jours, c'est que l'étape 1, on peut souvent prototyper un business, une idée, un projet avec ce genre de périphérique, mais même l'étape d'après, qui est de faire son propre circuit imprimé, etc., ça devient finalement accessible à beaucoup plus de gens qu'avant, quoi. Ouais. Ok, je pense, on voit que tu es passionné en tout cas par tout ça et que c'est le genre de choses sur lequel tu es plongé déjà depuis pas mal de temps, donc c'est très intéressant en tout cas. J'espère que ça a intéressé beaucoup de nos auditeurs également. Ouais. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions de Christophe, de Richard. On a perdu Christophe. Il est parti dans la piscine, là. Il en avait marre, il est allé se baigner. Il a perdu sa connexion. Ah oui. Non, il a un client qui l'a appelé. Ah, pardon. Juste peut-être avant de terminer, comme je le fais à chaque fois, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir, soit via tipeee.com/devaps. Et donc, c'est ce qu'ont déjà fait jusqu'à présent, notamment Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien, Michael. Ou bien simplement, vous rajoutez un commentaire en bas de la page du podcast, de la vidéo YouTube, un petit pouce bleu, comme on dit sur Facebook et ce genre de choses. Donc, ça nous fait toujours plaisir et c'est ce qu'on attend aussi par rapport à ce genre de podcast. Il n'y a pas de rémunération, on est juste là pour pouvoir se faire plaisir, vous faire plaisir. Donc, avoir des petits commentaires de votre part, ça, c'est toujours le bienvenu aussi. S'il y a d'autres questions, on les transmettra directement évidemment à Christopher, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Avec plaisir. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas, plus à Christophe puisqu'il n'est plus là, à Richard, à toi Christopher, et à dans un mois pour un nouvel épisode de DevApps, et à bientôt en tout cas, mercredi prochain pour tous ceux qui sont intéressés par les meet-up. Je rappelle devaps.ms/meetup et inscrivez-vous gratuitement et on vous attend à ce moment-là mercredi pour discuter avec vous en temps réel, en live. À bientôt. À bientôt. Salut.